Il est 12h pile, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée, les titres. Le premier tour de l'élection présidentielle au Mali est prévu pour le dimanche 7 juillet 2013. L'annonce a été faite ce mercredi au cours d'une conférence de presse à Bamako. Les chefs des parlementaires francophones se sont réunis à Paris. En vue, il s'agissait de renforcer l'action des assemblées nationales de l'espace francophone. Voilà, je vous le disais tantôt, le premier tour de l'élection présidentielle ici au Mali est prévu pour le dimanche 7 juillet 2013. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse. Le colonel Moussa Sinko Koulibaly a relevé que les consultations électorales pourraient coûter près de 60 milliards de francs CFA. Le premier tour de la présidentielle est prévu pour dimanche 7 juillet 2013. Les élections générales pourraient coûter environ 60 milliards. Si la disposition carte numéro d'identification nationale, NINA, va exiger plus de 9 milliards, elle permet de minimiser les coûts. Outre la couverture juridique et la réduction de fraude, la carte d'identification peut servir de carte d'électeur. Les élections que nous devons organiser doivent nous permettre de reconstruire le tissu social qui a été brisé, qui a été malmené pendant l'année 2012. Essayer de contribuer à trouver des solutions à toutes ces difficultés que nous avons. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons organiser les élections sur l'ensemble du territoire pour permettre de ressouder les esprits, de ressouder les cœurs, de permettre au Mali de rester un et indivisible. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire avait rappelé les actions menées par son département après la signature de l'accord cadre. Physiquement, l'administration est en train de retourner dans les localités, mais pour permettre un fonctionnement normal, un fonctionnement correct de ces administrations, nous avons besoin de refaire ces bâtiments, de remettre en place un certain nombre de services, et cela demande un certain délai. C'est pourquoi même Gao, Douanzan ou Kona, même si l'administration est de retour là-bas, nous manquons encore de services de base afin de permettre un fonctionnement normal de l'administration. Sur le terrain, les activités préparatoires des élections seront visibles à partir de mai 2013. Une cinquantaine de représentants de la presse nationale et internationale étaient à la conférence de presse. Deuxième jour du forum de Bamako sur le thème État, conflit et réconciliation nationale, enjeux de la cohésion sociale et défis de la gouvernance. Les participants venus du monde entier ont échangé sur plusieurs communications, fragilité des États africains, peuplement, islam et politique, gouvernance et réconciliation. Autre sujet abordé, il s'agit de la gestion des processus électoraux dans les transitions démocratiques. Je vous propose d'écouter ici M. Cheikh Sidi Diarra, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Il se prononce sur les fragilités et les difficultés de ce processus. Écoutons-le, il est au micro de Kolsian Garsou et Malik Mbaye. Il y a plusieurs raisons qui expliquent les conflits électoraux. Souvent, c'est des raisons qui ne sont même pas liées directement aux élections. Il peut exister dans un pays des situations d'injustice, des situations d'exclusion de la gestion des affaires de l'État, ou des situations où les discriminations se font sur une base ethnique et autres, qui font que des tensions latentes existent déjà. Et puis, au moment des élections, ces tensions sont exacerbées au cours des campagnes électorales ou au moment de la proclamation des résultats. La première des solutions, c'est d'être suffisamment proactif dans la préparation des élections et de mettre en place des mécanismes de concertation et d'inclusion le plus large possible, parce que il y a des segments de la société qui se sentent complètement exclus de tous les processus. Il y a des formations politiques qui sentent qu'elles ne sont pas traitées sur le même pied que les autres. Donc il faut donner à toutes les formations, à toutes les sensibilités, le sentiment qu'elles appartiennent au processus et qu'elles s'approprient le processus.
La crise malienne a été également évoquée au cours de la journée d'hier avec cette question: quel est le rôle et la place du Maghreb dans la résolution de la crise au Sahel? Voici la réponse de Brahim Fassi-Firi, président de l'Institut Ahmad II de Rabat au Maroc. Il est toujours au micro de Kolsian Garsou et Malik Mbaye. Je crois que, en tant que Maghrébin, on se doit d'être présent ici parce que la crise au Mali n'est pas seulement une crise nationale malienne, c'est une crise régionale pour pouvoir contribuer aux différents débats, notamment en ce qui concerne la sécurisation du Mali, la stabilisation du Mali et la lutte contre les groupes djihadistes. C'est, à mon avis, à mon sens, ça doit être une lutte régionale, une lutte concertée, globale et inclusif. Nous propose notamment de la création d'un fora entre les 5 pays du Maghreb et les 5 pays du Sahel du voisinage, à l'image un peu de ce qui se fait entre les 5 pays du Maghreb et les 5 pays de la Méditerranée occidentale, mettre en place des dialogues stratégiques sur des questions notamment sécuritaires et de lutte contre les différents trafics. L'actualité, en bref, on a appris la démission surprise du ministre sénégalais du Commerce et d'Industrie, Malick Gakou. Les raisons officielles de cette démission ne sont pas connues, mais dans l'entourage du ministre, la thèse d'un désaccord avec le Premier ministre Abdoul Mbaye sur la récente grève des boulangers a été évoquée. Une fois de plus, les chefs des parlementaires francophones se sont réunis à Paris. En vue, il s'agissait de renforcer l'action des assemblées nationales de l'espace francophone. Autant dire que c'est un forum de rencontres et d'échanges. Opportunité saisie par le président du Parlement burkinabé à travers audiences et séances de travail. Des rencontres bilatérales, des échanges entrant dans le cadre de la coopération interparlementaire ainsi que des visites guidées étaient au programme du séjour parisien du président de l'Assemblée nationale. Ces rencontres nous ont permis de consolider et de renforcer nos relations. Cela permettra donc à nos parlementaires d'échanger les expériences, mais également de permettre aussi aux fonctionnaires parlementaires de pouvoir donc avoir des acquis avec cette ouverture pour le renforcement également de leurs capacités. À l'issue des audiences, les interlocuteurs du président Ouattara ont apprécié positivement le contenu des échanges, gage de l'aura du Burkina sur la scène internationale. La réintégration du Parlement ivoirien donc à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous devons aussi au rôle éminemment important joué par l'Assemblée du Burkina Faso qui a joué et utilisé tous les canaux diplomatiques pour faire en sorte que cette réintégration soit réussie. Et le président Blaise Compaoré, le chef d'État, concite un exemple. Et nous avons encore à l'esprit le succès éclatant du sommet de la francophonie qui s'est tenu en 2004 à Ouagadougou. C'est au cours de ce sommet d'ailleurs que la francophonie a adopté son premier cadre stratégique décennal. Donc j'ai remercié le président pour sa visite, je l'ai félicité pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Des propos qui illustrent la vitalité de la diplomatie parlementaire conduite par le président Sungalo Apollinaire Ouattara. En bref, le Front populaire ivoirien ne participera pas aux élections régionales et communales du 21 août prochain. C'est la principale conclusion prise hier à l'issue de la réunion des responsables du parti fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo. Le FPI accuse le pouvoir d'avoir fixé la date de façon unilatérale et pose des conditions préalables à sa participation. Une loi d'amnistie pour tous ces détenus politiques et une nouvelle commission électorale indépendante. Il était une légende vivante du sport paralympique, un exemple par des millions de jeunes. Elle était un mannequin connu en Afrique du Sud. Oscar Pistorius a donc été inculpé du meurtre de sa compagne Reva Steenkamp. Il a été présenté ce matin à un juge. Tête baissée, encadré par la police, Oscar Pistorius vient d'être inculpé pour le meurtre de sa compagne.
Le mythe du champion paralympique le plus admiré au monde s'est effondré la nuit dernière. L'athlète aux lames de carbone aurait tiré sur Riva Steenkamp, une top modèle sud-africaine qu'il fréquentait depuis quelques mois. Le crime a eu lieu dans sa luxueuse villa à Pretoria. 4 coups de feu mortels. La femme a été atteinte à la tête et à la main. Les voisins ont appelé la police vers 4 heures du matin. Ils témoignent de scènes de ménage plus tôt dans la soirée et ce ne serait pas la première fois. Il y a bien eu par le passé des rapports faisant état de disputes conjugales au domicile d'Oscar Pistorius. L'affaire provoque un coup de tonnerre en Afrique du Sud. Oscar Pistorius y est extrêmement populaire. Au JO de Londres, il avait été le premier athlète handicapé à courir aux côtés des valides. Il était devenu le symbole du dépassement de soi. Premier coupable désigné par la France dans le scandale de la viande de cheval, Spanghero, le fournisseur de viande français, est accusé de tromperie économique pour avoir édicté de la viande de cheval comme du bœuf. Spanghero a toujours rejeté la faute sur le laboratoire roumain, mais ce n'est pas ce que montre l'enquête de la répression des fraudes. La société Spanghero est bien la première responsable du scandale. Les conclusions de l'enquête menée par les autorités françaises sont formelles. L'entreprise savait qu'elle vendait du cheval à la place du bœuf. Nous sommes aujourd'hui en mesure de confirmer que ces pains de viande étiquetés bœuf contiennent de la viande de cheval et pour certains de ces pains de viande, il s'agit de 100% de viande de cheval. Le premier agent ou acteur de cette filière a estampillé bœuf de la viande de cheval provenant de Roumanie, eh bien la société Spanghero. Filiale du groupe basque Lourberry, Spanghero a bien étiqueté du cheval comme étant du bœuf. Les enquêteurs estiment également que le prix très bas auquel Spanghero a acquis la viande est une autre preuve de sa responsabilité. Face à ces conclusions, le ministre de l'Agriculture sanctionne. Engagé dès le début de la semaine. Je demanderai donc au préfet de suspendre l'agrément de l'établissement et dès demain sera diligentée la brigade nationale vétérinaire pour réaliser une expertise complète des procédures internes de l'entreprise. Je ne suis pas au courant. Merci. Chez Spanghero, les salariés sont inquiets. Leur entreprise tente de se défendre par communiqué, mais va être poursuivie pour tromperie. Non, on n'a pas de questions, on n'a pas de réponse, on n'a rien. Personne ne nous parle. Concernant l'entreprise Comigel, pas de tromperie mais des négligences. Pour les enquêteurs, la société mosellane qui a produit les plats surgelés aurait dû détecter la présence de viande chevaline. L'enquête se poursuit pour déterminer si d'autres fraudes ont été commises dans ce circuit très complexe qui a mené la viande des abattoirs roumains jusqu'au rayon des supermarchés. En Égypte, 2 ans après la révolution, la vie est de plus en plus chère et la situation est loin de s'arranger. L'heure est à l'austérité et les carburants sont les premiers visés par des mesures. Le gouvernement vient de décider de ne plus les subventionner. Le Caire, plus de 17 millions d'habitants, et quand l'essence se fait rare, forcément, il y a la queue aux stations-service. La plus grande ville d'Afrique est totalement désorganisée. On ne prend même plus le temps d'aller manger ou boire un verre. J'ai passé les 2 derniers jours à chercher de l'essence pour ma voiture. Rare et beaucoup plus cher. Au marché noir, le litre de diesel est 2 fois plus élevé qu'à la pompe. Les réserves stratégiques du pays ne dépassent pas les 3 jours. 2 ans après la révolution, la crise est à tous les étages. Politique, sociale et économique, les caisses de l'État sont vides et la situation est telle que le gouvernement islamiste réuni en urgence vient de décider de ne plus subventionner l'essence. À l'époque de Moubarak, ce genre de crise durait au maximum 15 jours. Mais cela fait des mois que nous souffrons. Quand cela va-t-il s'arrêter ? Poussé à la rigueur par le Fonds monétaire international en échange d'un prêt de 3,5 milliards d'euros, le gouvernement islamiste prévoit maintenant de mettre en place un système de rationnement dès le mois d'avril. Voilà, c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africable Télévision.